Salut Ludo, c'est Ludo, j'espère que vous jouez bien. Et aujourd'hui, je vous emmène en voyage au travers des 7 mers dans un jeu qui vous fera ressortir votre âme de pirate. Yo ho! Avec un jeu qui porte très bien son nom puisqu'il s'agit de chasseur de trésors. Et on va chasser des trésors. Est-ce que vous êtes prêts à partir à la découverte du monde avec un jeu qui révélera votre soif d'aventure, votre soif de stratégie et votre soif tout court? Et Michel, tu peux me resservir un s'il te plaît? Très bon ta petite bouteille d'eau là. La partie commence directement avec un petit trésor puisque chaque joueur débute le jeu avec 15 pièces d'or. Franchement c'est pas dégueu 15 pièces, hein. Avec ça tu peux t'acheter un nouveau cache-œil ou un nouveau crochet, je sais pas moi. Sachant que ces pièces vont compter dans le total de points pour la fin de partie et qu'elles vont aussi vous permettre de payer les gobelins si vous vous faites attaquer. Une partie se divise en 5 manches et une fois que les 5 manches sont atteintes, on compte à la fois le nombre de trésors et le nombre de pièces accumulées au cours de la partie. Les 5 manches vont se dérouler de la même façon. Au début, on commence par une draft, on va distribuer 9 cartes à chaque joueur, mais ça va pas être son jeu final. Le principe d'une draft, c'est justement de garder une carte de côté, faire tourner le jeu, récupérer le jeu de l'autre joueur, et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun ait mis de côté ses 9 cartes. L'avantage de ce mode de jeu, c'est que si t'as un jeu de merde à la fin, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, parce que c'est toi qui auras choisi chacune de tes cartes. Sur le plateau, il y a 3 lieux à explorer, les monts givrés, la jungle aux lianes et la grotte de lave, qui vont correspondre aux couleurs des 3 aventuriers, bleu, vert et rouge. Sur ces 3 lieux, il va y avoir des trésors qui vont être disposés aux extrémités, sur le maximum et sur le minimum, et le but ça va être de les récupérer. Ou pas. Dans le meilleur des cas, on va essayer de tomber sur des objets légendaires. Forcément, ça fait plaisir. Mais des fois on tombera aussi sur des objets un peu moins cool, genre... Oh putain, elle fait du voyage cette chaussure, hein. Parce que dans les trésors qui peuvent apparaître sur le plateau, il y a aussi des trésors pourris qui vous feront perdre des points si jamais vous les récupérez. Les cartes principales du jeu vont être les cartes aventuriers qui vous permettent d'avoir des points sur les différents lieux. Donc là vous voyez qu'il y a un bleu, un rouge, un vert. Sachant que leurs valeurs vont de 1 à 12. Et dans chacune des 3 couleurs, il y a une seule valeur à chaque fois. Il n'y a qu'un seul 1 bleu, il n'y a qu'un seul 1 rouge, il n'y a qu'un seul 1 vert, et ainsi de suite jusqu'à 12. Dans chacune des manches, les trésors sont disposés de façon aléatoire forcément. Et là, si on prend en détail chacun des 3 lieux, vous voyez que sur le premier lieu, sur le bleu, il y a un maximum avec un trésor qui vaut moins 4, donc un trésor qu'il ne faut surtout pas prendre. Et par contre, dans le minimum, on a un trésor qui vaut 17 points, ce qui est plutôt intéressant. Donc du coup, ce qui va être intéressant sur la gestion des bleus, ça va être de prendre des cartes de faible valeur, ou alors d'en prendre le moins possible pour justement être le minimum. C'est là où vous comprenez que le choix des cartes dans la draft est super important, parce que du coup, vous allez devoir estimer à peu près ce que les autres joueurs vont avoir dans les différents lieux, bleu, rouge et vert, et sachant qu'il va falloir aussi s'étaler un peu partout. Il va falloir un peu récupérer des bleus, un peu récupérer des rouges, un peu récupérer des verts, en fonction des trésors qui sont dans les minimums et les maximums. Pour le vert, là dans ce cas ça va être le contraire parce que c'est le maximum qui est intéressant. Le maximum vaut 18 points alors que le minimum vaut 4 points. Donc là il va falloir en prendre beaucoup parce que tous les verts que vous aurez accumulés vont s'additionner. Et dans le dernier, dans le rouge, on a 2 éléments particuliers qui sont pas vraiment des trésors mais qui sont des parchemins. Donc on a un parchemin gris qui va être comptabilisé uniquement en fin de partie et qui va en l'occurrence vous rapporter 2 points par trésor que vous avez accumulé tout au long de la partie. Et dans le minimum, on a un parchemin jaune qui est à usage unique qui va pouvoir être utilisé avant le début d'une nouvelle manche. Et qui là pour le coup vous donnera 3 pièces pour chaque aventurier qui valent 10, 11 ou 12. Prenons un cas concret pour les bleus par exemple. Là vous voyez que tous les joueurs ont disposé de tous leurs aventuriers devant eux. Oui, il faut savoir qu'on ne choisit pas les aventuriers qu'on joue, mais on joue tous ceux qu'on a. Peu importe si ça nous avantage ou pas. Et là vous voyez par exemple qu'il y a un joueur qui a le 1, un autre qui a 7, 8, 9, donc du coup on l'additionne, ça fait 24, et un joueur qui a le 3. Si on répartit les tâches comme elles sont, le joueur qui a le plus grand nombre, donc 24, récupère le max, et le joueur qui a la valeur la plus petite récupère le mini. Et celui qui l'a au milieu, il récupère rien du tout. Là, c'est le cas où tout se passe bien, mais il peut y avoir encore 2 autres cas possibles. Le premier, c'est si 2 joueurs sont à égalité. Là, par exemple, on a un joueur qui a 24 avec 7, 8, 9, et un joueur qui a 24 avec 3, 11 et 10. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour le max ou le min, je précise bien les deux parce que ça a son importance, ce sera le joueur qui aura la carte de valeur la plus haute qui récupérera le trésor. Donc là en l'occurrence ce serait le joueur qui est l'aventurier de valeur 11 qui récupère le trésor parce que par rapport à l'autre, 11 c'est plus fort que 9. Logique. Il se peut également sur une couleur qu'il n'y ait qu'un seul joueur qui ait cette couleur. Parce qu'il a récupéré toutes les cartes de la couleur qui étaient disponibles dans la draft, ou alors que lors de la distribution des cartes, il n'y avait pas assez de cartes de cette couleur. Là en l'occurrence, s'il est le seul, il est à la fois le minimum et le maximum, donc il récupérera les 2 trésors. Je le précise également, mais si un joueur n'a pas récupéré de carte de la couleur du lieu, forcément son valeur elle est de 0, mais elle n'est pas du tout comptabilisée comme étant le minimum. Il est juste inexistant pour cette couleur.
On fait exactement la même chose pour le vert et pour le rouge, et on répartit les trésors en fonction du minimum et du maximum. Ce petit détail concernant la récupération du trésor en fonction de la valeur la plus haute va me permettre d'enchaîner sur un deuxième détail qui fait toute la magie du jeu. Il n'y a pas que les aventuriers comme cartes disponibles, mais il y a aussi des bonus ou des malus. Il y en a de plusieurs types et ils vont vous permettre soit d'augmenter ou de diminuer la puissance de vos aventuriers, ou alors même d'en faire disparaître un, ou alors même de faire appel à un mercenaire qui vous rajoute plus 8 dans votre force. Enfin, plein de petits détails qui vont vous permettre de passer au-dessus ou d'être le minimum par rapport aux autres joueurs. Et donc si on en revient à la règle de s'il y a égalité, c'est la valeur la plus forte qui l'emporte, on peut avoir ce type de cas où il y a un joueur qui a le 1 et un autre joueur qui a le 3. Si par exemple le joueur qui a le 3 met un -2 sur son 3, il va tomber à 1, donc du coup il y aura égalité, mais ce sera lui qui récupérera le minimum parce qu'il aura la valeur la plus forte de base. Donc ça peut être un petit point de stratégie hyper important et ça peut vous permettre de récupérer des minimums ou des maximums justement grâce à ces bonus. Ces différents types de bonus, bon, certains sont explicites comme le -2, le +4, le +8, mais il y en a certains qui demandent un peu plus d'explications. On a par exemple la mule qui vous permet de piocher la première carte du tas, sachant que faites bien attention au moment où vous l'utilisez, parce qu'un bonus peut jouer à n'importe quel moment, mais si avec cette carte vous piochez un aventurier du lieu qu'on est en train d'étudier, par exemple si on est sur les bleus, que vous utilisez la mule, que vous piochez un bleu, il va s'ajouter directement à votre total d'aventuriers. Donc certes il y a une part de chance, mais faites attention au moment où vous la jouez. On a aussi Sleeping Beauty qui vous permet d'enlever un de vos aventuriers dans le comptage de points. Donc par exemple si on est sur un bleu, vous avez un 12 et un 1, vous pouvez décider d'enlever votre 12 pour être du coup la valeur minimum avec juste votre 1. Et on a enfin le Scare Gobelin qui est une carte particulière qui va me permettre d'enchaîner sur la dernière phase, tout un jeu de transition de cette vidéo, et qui va vous permettre pour le coup d'échapper au gobelin quoi qu'il arrive. Parmi les différentes cartes, on va avoir aussi les chiens de garde qui disposent d'un certain nombre de patounes et d'une certaine valeur de points. Dans chaque manche, on va disposer de 3 gobelins comme ça de façon aléatoire aussi. Si vous regardez les 3 gobelins qui sont proposés, ils ont un certain nombre de patounes sur le côté gauche et une certaine valeur de pièces. Pour pouvoir échapper à l'attaque des gobelins, il faut avoir au moins le nombre de patounes qui est nécessaire sur le gobelin. Donc là, en soi, si on garde les 3 gobelins, il faudra avoir 2 patounes. Sachant que si vous avez plusieurs cartes de chien de garde, les patounes s'ajoutent. Par exemple, vous pouvez avoir 1 + 1 + 2, 4 patounes. Les autres joueurs vont peut-être jouer aussi les chiens de garde et du coup en avoir aussi un peu de leur côté. Chaque joueur qui n'aura pas assez de patounes pour affronter les gobelins devra payer la somme qui est indiquée sur leur côté droit. Si par exemple il y a un joueur qui n'a qu'une seule patoune, en l'occurrence il pourra affronter que le gobelin du milieu. Donc il ne devra pas payer cette pièce. Par contre, les 2 gobelins qui demandent 2 patounes, il devra leur payer du coup 2 pièces pour le premier et 3 pièces pour le deuxième. Et il les dispose directement sur les gobelins en question. Le joueur qui aura le plus de points de patounes par rapport au chien de garde récupérera tous les gobelins et les pièces qui auront été posées dessus. Je reprends l'exemple de mon joueur qui a 4 patounes. En l'occurrence, il récupérera les 3 gobelins qui valent respectivement 1 point chacun, plus les pièces des autres joueurs qui ont été posées si jamais ils n'ont pas pu affronter les gobelins. En cas d'égalité, il faut se référer à la valeur qui est inscrite en bas des chiens, et forcément celui qui a le total de chiens de garde le plus haut et la valeur de chien la plus grande récupère les gobelins. Enfin, les dernières cartes qui sont possibles de récupérer pendant la phase de draft sont les pièces. Donc il y a 1, 2 ou 3 pièces. Ça vous permet juste de récupérer des pièces en fin de manche. Et du coup, ça vous permet à la fois de pouvoir payer les gobelins si jamais vous vous faites attaquer, mais également il y a aussi des parchemins qui peuvent tomber parmi les trésors sur le plateau et qui vous permettent pour celui-là de récupérer la somme de pièces que vous avez eu dans cette manche x1, donc du coup d'avoir une deuxième fois la somme que vous avez eue. Imaginons que vous avez récupéré 10 pièces, vous aurez 2 fois 10 pièces, et celui-là ce sera x2. Donc il faut bien comprendre que vous aurez votre somme 2 fois, non. Donc il faut bien comprendre que vous n'aurez pas votre somme multipliée par 2, mais que vous aurez 2 fois votre somme que vous avez eue. Donc si vous avez eu 10 pièces, vous aurez 10 pièces 2 fois, donc 30 pièces. La logique est un peu particulière, mais ça se comprend vite en fait. C'est juste que vous avez 2 fois... C'est juste que vous récupérez 2 fois la somme en plus de la somme que vous avez accumulée. Si par exemple vous avez eu 15 pièces, vous allez avoir 2 fois votre mise de 15 pièces, plus votre somme, donc du coup vous allez avoir 45 pièces. En gros l'équivalent de 3 fois quoi. Oui je sais, c'est tiré par les cheveux, c'est compliqué, mais c'est comme ça, c'est la règle. À la fin de partie, on additionne la valeur de tous les trésors qu'on a accumulés, on compte les parchemins gris, on compte également toutes les pièces, et le pirate qui aura le plus de pièces sera déclaré vainqueur.
En cas d'égalité, la seule manière de départager 2 joueurs est un combat à mort. Non, c'est pas vrai. Pour le coup, c'est bien précisé que les 2 joueurs se partagent la victoire. Ce qui est assez étonnant pour des pirates. Je pense qu'un petit bras de fer ou un Shifumi aurait été mieux pour résoudre l'égalité quand même. Mais bon voilà, vous êtes prêts à embarquer sur un bateau à la découverte des 7 mers avec chasseurs de trésors. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter si c'était le cas. Et n'oubliez pas que the game is never over. Allez, ciao!